Bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous organisé par Supply Chain Magazine, intitulé 4As. Alors, le principe, c'est réunir 4 experts sous une forme de table ronde, alors aujourd'hui en distanciel, pour échanger sans blabla sur une problématique supply chain dans l'air du temps. Pour ce premier 4As, le thème choisi sera le WMS au service de l'omnicanal. Nous avons réussi à réunir pour cela 2 responsables supply chain, un éditeur et un consultant. Je vous les présente rapidement. Thibaut Vandenberg, leader supply chain retail omnicanal de Decathlon. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci. Pierre Boucher, leader supply chain de Be Quick Toys. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Luc. Rémi Cohen, directeur solution business chez Manhattan Associates France. Bonjour Rémi. Bonjour. Et enfin, Olivier Dubuis, directeur général de Diagma. Bonjour à tous. Qui apparaît sous nos yeux ébahis. Voilà. Bonjour Olivier. Messieurs, donc, tout d'abord, un grand merci pour avoir répondu présent à cette première. Et tout de suite, on va lancer justement cette discussion. La discussion, elle va s'organiser autour de 3 thèmes. Le premier, un regard neuf sur la transformation omnicanal. Deuxième chapitre, quelles briques technologiques omnicompatibles, on a fait un néologisme. Et puis le troisième, le facteur humain et l'organisation des projets. Premier chapitre, un regard neuf sur la transformation omnicanal. Donc, depuis un an, ça ne vous a pas échappé, la crise sanitaire a considérablement modifié les habitudes de consommation et les flux omnicanaux, les flux commerce ont explosé. Voilà, les questions à se poser, quels sont les fondamentaux d'un projet omnicanal? Est-ce qu'ils ont évolué depuis un an? Comment faire jouer les complémentarités et s'y retrouver dans les options, les nombreuses options, ship from store, pick from store, expédition entrepôt, le dropshipping, le click and collect, et comment structurer, quelle est la méthode pour structurer un projet omnicanal? Je tourne vers Thibaut Vandenberg, donc pour lui demander, chez Decathlon, finalement vous avez un historique de plus d'une douzaine d'années sur la démarche omnicanal. Justement, c'est intéressant de savoir, est-ce que la vision de votre entreprise a évolué au cours du temps, et est-ce qu'elle a encore évolué depuis 12 mois de pandémie? Merci Jean-Luc. Bonjour à tous. Effectivement, si on fait de l'omnicanal chez Decathlon, d'abord le pourquoi, je pense que c'est important de se le rappeler, c'est que finalement nos clients, ils ont besoin de beaucoup plus de promesses adaptées à leurs besoins. Et on a tendance à dire, nous, aujourd'hui, l'omnicanal, c'est finalement avoir le produit quand je veux et où je veux. Alors, dans la crise du Covid, finalement, ça était aussi un peu où je peux, hein, puisque tout n'a pas été ouvert. Et nous, on a vraiment saisi cette crise comme une opportunité, parce que c'était un véritable accélérateur de l'omnicanalité chez Decathlon. En 2017, on avait construit toute une étude pour pouvoir décliner une stratégie de tenir des promesses en allant de la promesse de dispo immédiate, qu'on vit naturellement dans nos magasins, jusqu'à des promesses en 5 minutes, en quelques heures, en 48 heures et à date. Et finalement, dans la crise, ces stratégies, on les avait construites en s'appuyant sur tous les points de stock de Decathlon. Nos magasins, qui sont les plus nombreux, nos entrepôts et tous les types d'entrepôts. Et finalement, la crise, elle nous a obligés à finalement tirer parti de toutes ces capacités logistiques qu'on avait déclinées depuis tous ces points de stock pour pouvoir aller chercher des très fortes croissances. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours choisi exactement la promesse de quand je veux, où je veux, parce que nos clients, on n'a pas pu toujours les servir comme on le souhaitait, hein. Il y a aujourd'hui des produits sur lesquels les tensions sont très fortes et parfois la seule promesse digitale est possible parce qu'il n'y a plus de promesse physique. Mais en l'occurrence, voilà, c'était une occasion de pouvoir développer encore plus le digital. Et ce qui a changé aussi pendant le Covid, c'est qu'on a aussi pu développer des nouvelles promesses. On n'avait pas imaginé de faire du drive chez Decathlon parce qu'on le consacrait beaucoup plus à peut-être de l'alimentaire. Et finalement, on a développé ça de façon assez rapide et ça fonctionne. On a aussi accéléré sur la livraison par les collaborateurs, aussi travaillé sur
la logique de résilience de notre réseau pour pouvoir servir tous ces volumes importants, et en particulier en transformant des entrepôts qui étaient nationaux en entrepôts qui sont devenus multi-pays et qui peuvent servir aujourd'hui sur l'Europe, par exemple, des entrepôts allemands ou en France qui servent plusieurs pays de l'Europe. D'accord. Juste sur l'évolution, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la proportion d'e-commerce réalisée par les magasins? Est-ce que justement vous avez constaté une évolution importante et une accélération ces derniers mois ou cette dernière année? L'accélération, elle est forte sur le global du digital, mais elle est encore plus forte sur les magasins. On peut considérer qu'on fait du 100% sur le digital et en magasin, on est à 180, 200% de croissance sur des parcours click et retiré ou ship from store. D'accord. Je vais me tourner vers Olivier Dubuis parce que justement là, on a besoin aussi d'avoir son expertise sur les différentes missions qui peut avoir à conduire dans le domaine de l'omnicanal. Là, Thibaut dit une stratégie de quand je veux, où je veux. Donc ça, c'est une promesse client. Comment on construit un projet omnicanal? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour bâtir sa stratégie et sa stratégie évidemment qui en découle la stratégie supply chain est-ce qu'il faut partir forcément des besoins clients avec une vision sur le long terme et finalement la question subsidiaire, est-ce que la crise actuelle a modifié aussi cette manière de voir et est-ce qu'on agit avec un peu plus peut-être de rapidité ou de pragmatisme parce que il nécessite fait loi? Alors, je pense que c'est un bon point et on a travaillé d'ailleurs avec Thibaut, on a eu le plaisir de travailler sur l'offre omnicanal. Et typiquement, la démarche qu'on a suivie pour la promesse client, c'est une démarche qui est pas une démarche tout à fait classique de dire, bah voilà, j'écris sur le papier, je demande quelle est la promesse client et je bâtis la manière de la supply de répondre, mais plutôt dans une logique un petit peu d'itération et d'interaction qui mêlait les différentes fonctions de l'entreprise, donc la vision du client, des visions produits et des visions supply pour essayer, j'allais dire, de co-construire ce qui correspond à une offre de service au global qui peut répondre aux besoins du client, mais aussi à ce que la supply chain peut faire de manière efficace et pertinente et fiable. Et je pense que c'est aussi très très important. Et quand on parle promesse client, on a souvent tendance à parler délai, disponibilité tel ou tel endroit. Je pense qu'une des attentes très très importantes des clients, c'est aussi, quelle que soit la promesse, j'ai une supply qui soit capable de tenir ses engagements et d'être fiable par rapport à ça. La supply peut aussi être amenée à proposer des schémas qui sont un petit peu en rupture par rapport à ce qui se fait et donc anticiper peut-être surprendre entre guillemets les clients avec des promesses qui n'auraient pas nécessairement découlé si on avait fait simplement une cartographie quelles sont les attentes des clients. L'autre point, c'est que et tu l'as dit, enfin les attentes. Juste, Oui. Olivier, comment on s'y retrouve là finalement parce que voilà, c'est ce que je disais en introduction aussi sur le ship from store, pick from store, etc. Ça, tout cet attirail là, il faut. Est-ce qu'on le fait, on le fait par produit, on le fait par, on essaie de diviser. Est-ce que l'approche itérative, ça veut dire on commence seulement à utiliser, on fait du ship from store et puis on augmente. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes pratiques? Est-ce qu'on a appris des choses justement en mettant en place ce type de projet? Ben, ce qu'on a pu apprendre hein, et avec la crise qu'on vient de passer, je pense que c'est une des grandes leçons, c'est qu'il faut savoir être réactif. Ce que disait Thibaut, il faut savoir s'adapter. Donc effectivement, il faut y aller par briques, faire des expérimentations, avoir une approche qui est un petit peu modulaire. Et pas dérouler un rouleau compresseur de manière à pouvoir s'adapter très rapidement, à tirer des leçons de ce qui se passe, trouver éventuellement des solutions un petit peu innovantes par rapport à des besoins qu'on aurait pas anticipés. Donc, je pense que c'est très important, hein, que ce soit en termes de déploiement, de promesses, d'organisation, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de systèmes d'information et tout. Voilà, il faut privilégier une approche qui soit très très modulaire, qu'on puisse adapter et faire évoluer rapidement,
parce qu'on n'est pas encore dans une situation qui est complètement stabilisée, dans laquelle dire, voilà, je bâtis un schéma à long terme, dont je suis sûr que c'est celui-là qui répondra à un besoin que lui-même j'identifie comme étant très très bien cerné. D'accord. Ok, donc approche modulaire, justement, la modulaire, ça me fait un petit peu penser à l'offre de Manhattan. Rémi, est-ce que dans le déploiement des projets omnicanaux chez vos clients, donc avec Manhattan Associates, vous avez aussi un changement d'approche? Changement, je cherche pas à tout prix à ce qu'il y en ait à ce qu'il y ait un, mais est-ce qu'il y a eu une évolution dans l'approche de mise en œuvre à la fois d'outils, de fonctionnalités? Est-ce que finalement maintenant on arrive à avoir une démarche un petit peu standard, en tout cas une démarche normée quand on se lance dans ces projets-là, en dehors des pionniers, mais voilà, de ceux qui se lanceraient maintenant, par exemple, comment ça se passe? Oui, alors modulaire, ouais, ça résonne ça résonne beaucoup dans l'offre de Manhattan. C'est vrai qu'il n'y a pas un parcours unique chez tous nos clients. Ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté l'an dernier principalement, c'est un vrai focus sur la valeur apportée par les modules et par les fonctionnalités qu'on va déployer. Et je rejoins Olivier dans l'idée que la roadmap, aussi précise, aussi visionnaire soit-elle, elle va devoir en fait réagir. Et ça, c'est aussi quelque chose que permettent des solutions qui évoluent de manière continue, dans lequel on va livrer de l'innovation chaque trimestre. Et on l'a vu l'an dernier, on a eu beaucoup de projets, plus d'une dizaine de projets autour du Drive, qui était finalement une fonctionnalité que nous non plus, on n'avait pas forcément, sur laquelle on n'avait pas forcément insisté, et que est devenu un must-have en fait chez nos clients l'an dernier. Et finalement, on a vu des projets se lancer sur ce business case, enfin sur ce use case uniquement, alors qu'habituellement, c'est plutôt l'orchestration, la vision centralisée des stocks qui est le point de départ de la transformation digitale et d'une stratégie omnicanal. Là, on a des clients qui ont commencé, alors par la force des choses et nécessité fait loi, comme vous disiez Jean-Luc, qui ont commencé par la nécessité de déployer du pick-up in-store ou du Drive, et qui vont ensuite, après, ajouter des fonctionnalités petit à petit. Et c'est vraiment un changement dans l'approche de projet pour nous, que de régulièrement, finalement, réviser la roadmap et les fonctionnalités qu'on doit déployer à l'aune de la valeur apportée par nos solutions. Et il y a une implication très forte de nos clients dans la communauté des clients Manhattan pour influencer aussi la roadmap. Ça a été le cas on l'a dit, du Drive cette année. Gros focus également sur le digital self-service, donc l'idée de pouvoir interagir avec la solution de manière autonome pour les clients, pour limiter la charge en fait des conseillers clientèle ou du service client. Donc ça, voilà, c'est par exemple deux innovations importantes qu'on a apportées l'an dernier sur la base des besoins exprimés par nos bases clients. D'accord. Si je comprends bien, cette approche-là, enfin, vous l'aviez pas forcément vous-même en tant qu'éditeur, vous aviez une approche basée sur justement une vision unifiée du stock avant de démarrer. Et finalement, là, on a vu un peu, effectivement, dans l'urgence, les gens commençaient à avoir des fonctionnalités. On peut commencer à mettre des fonctionnalités un peu dans une démarche itérative, un peu à l'envers, et ça fonctionne quand même. Absolument. Et c'est lié aussi à l'architecture de la solution, donc qui est une architecture microservice, faut pas rentrer dans le détail, mais l'idée qu'en fait finalement chaque fonctionnalité qu'on va déployer est indépendante des autres et pourra évoluer plus ou moins en fonction des besoins. Ça, c'est aussi une clé. Ça nous permet en fait de se focaliser sur les différents cas métiers, sur les différentes fonctionnalités petit à petit et d'enrichir finalement le scope du programme. Tous les projets en fait omnicanaux et OMS sont des projets qui sont quand même très itératifs avec souvent une roadmap sur plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est aussi permis par la solution. Et c'est vrai que il y a pas vraiment de sens et d'ordre, même si historiquement on avait plutôt tendance à commencer par l'orchestration et la vision unifiée des stocks. C'est plus le prérequis numéro un. Ok, très bien. Je me tourne vers Pierre Boucher. Chez Big With Toys, vous avez démarré. Alors, je pense que le
omnicanal, vous aviez déjà une démarche, vous avez démarré une nouvelle démarche omnicanal il y a à peu près 1 an. Alors, je ne sais pas si c'est concomitant avec la fusion entre Pickwick et Toys R Us, mais voilà, dites-nous un peu quelle est la vision de départ dans ces cas-là, et puis par rapport à tout ce qu'on a dit là, est-ce que vous partagez un peu ce côté itératif de la chose? Oui, bien sûr. Comme vous le disiez, l'omnicanal existait déjà depuis quelques années dans l'entreprise et a vraiment pris un poids significatif avec le rapprochement des deux entités. Et on voit que c'est un canal de vente qui progresse d'année en année et très fortement, et autour duquel on peut attendre beaucoup de bonnes choses, à la fois pour l'entreprise, à la fois pour nos clients. On a vraiment lancé il y a 2 ans une démarche que Thibaut connaît peut-être sûrement d'ailleurs parce qu'on s'est un peu inspiré de ce qu'il faisait. C'est la transformation de notre supply chain en value chain. Et derrière value chain, on apporte vraiment tout ce qui est création de services pour nos clients. Olivier parlait de fiabilité, de promesses clients, de capacité à accompagner nos clients vers plus de largeur d'offres, etc. Et ça, le flux omnicanal, il répond parfaitement. Et à travers tout ça également, des soucis de pérennité pour l'entreprise, avec une volonté de sur chaque canal trouver le bonne organisation, le bon flux pour garantir à la fois le respect de la promesse client et une création de valeur également pour l'entreprise. Juste, puisqu'on a dit sans blabla, je dis pas que c'est du blabla, hein. Juste pour bien comprendre ce que ça veut dire value chain, parce que donnez-moi un exemple pour justement voir ce que chaque canal peut apporter. C'est quoi une démarche value chain en un exemple, si vous avez? Je parlais par exemple de largeur d'offre. Aujourd'hui, on va s'engager sur une offre peut-être plus restreinte en magasin avec un stock porté plus important, une disponibilité immédiate, des délais de livraison très courts avec des transporteurs qui peuvent livrer sous 3 heures, par exemple, certains produits. Et peut-être on peut proposer à travers le flux omnicanal une largeur d'offre bien plus importante. Dans notre métier, c'est des centaines de milliers de références parfois. Et à travers des flux dropshipping, LDD ou toutes ces choses-là, aller chercher de la largeur sans avoir forcément toujours les contraintes de stock ou les contraintes de stock en termes de finances ou en termes de moyens, entrepôts, etc. Et pouvoir ainsi répondre au mieux à nos clients en utilisant le bon canal, en offrant la gamme la plus large possible, le plus de services possible et tout en sécurisant la rentabilité de chaque flux et la pérennité de l'entreprise par ce biais-là. Donc la démarche, c'est vraiment de choisir finement le bon produit pour le bon canal, enfin, de personnaliser un peu, mais c'est pas tout d'amut. L'omnicanal, on ouvre toutes les vannes. Il y a vraiment dès le départ une volonté de pouvoir finement trouver les ajustements omnicanaux, on va dire. Exactement. Alors, c'était pas comme ça au tout départ, hein, mais effectivement depuis 2 ans, c'est une grosse préoccupation chez nous de servir au mieux nos clients tout en étant très fin par canaux. Et je pense que chaque canal peut peut apporter sa plus-value à la construction du business de l'entreprise. Ok, et question subsidiaire, donc là c'était il y a 2 ans, il y a 1 an, on sait tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça a accéléré les choses? Est-ce que vous avez changé un tout petit peu votre vision ou votre mise en œuvre? Comment ça s'est passé? Oui, alors en fait, ça a été un gros effet accélérateur, hein, mais ça, Thibaut en parlait. On avait une ligne de route qui était plutôt sur plusieurs années et elle s'est considérablement réduite. Puisque au premier confinement, on a ouvert un flux Drive qui n'existait pas historiquement chez nous. Entre les 2 confinements, on a ouvert un flux Ship from Store et lancé des modules de livraison depuis les magasins. Et donc, effectivement, on a accéléré de façon très significative notre développement omnicanal à travers ces périodes de confinement qu'on a vécu l'année dernière. Vous avez lancé un Drive en 15 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. On s'est appuyé sur un flux click and collect qu'on faisait pour lancer le Drive en 15 jours avec nos équipes magasins qui ont été de vrais sponsors du projet, ouais. Vous auriez cru cela possible il y a encore 1 an? Non, et je vous avoue qu'on s'est surpris. On s'est énormément surpris dans cette période sur tout un tas de sujets, ouais. Ok, bon, très bien. Ben, je vous propose de passer, merci pour toutes ces interventions. On passe directement au chapitre 2. Quelle brique technologique omnicompatible? Évidemment, là, et c'est le thème aussi de ce CATRAS, le WMS, service de l'omnicanal. Le WMS, c'est un maillon technologique fort de la logistique. Évidemment, comment il s'inscrit dans cette démarche omnicanal?
comment il s'inscrit dans un écosystème un peu nouveau avec des outils, alors des outils qui sont nouveaux ou pas, le TMS, l'OMS, des outils qui permettent de fiabiliser les stocks. Et la question subsidiaire, effectivement, est-ce qu'il faut avoir absolument fiabilisé les stocks et quelles sont les solutions technologiques pour y parvenir? Donc déjà, là, je pense qu'on parle techno. Rémi est la personne indiquée pour lancer le débat, si débat il y a. Rémi, quels sont pour vous les facteurs limitants des WMS historiques ou des WMS existants quand c'est un WMS, par exemple, pour gérer justement le retail et qu'on veut passer à une vraie stratégie omnicanal et on peut aussi parler justement un peu écosystème IT de l'omnicanal. Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qui caractérise un WMS omnicanal? Alors, le premier challenge, c'est certainement, surtout pour des WMS qui historiquement traitaient des flux retail, c'est le fait de traiter des commandes e-commerce, donc des commandes qui sont naturellement beaucoup plus petites et qui ont tendance en nombre de lignes et qui ont tendance à se réduire finalement au fil du temps, de plus en plus, enfin de moins en moins de lignes de commande par commande. Et donc ça, il faut des process qui sont dédiés à l'exécution de ce genre de commandes, donc typiquement de la prélèvement massifié, du tri puis de l'emballage ou directement prélèvement emballage quand on parle de commandes uniques qui sont relativement fréquentes la plupart du temps. Donc ça, c'est des process qui sont en place depuis quand même pas mal d'années et qui ont vu en fait l'augmentation des services rendus, de la réduction des délais. On parlait tout à l'heure de la livraison en soirée, livraison en 3 heures. Qui ont réduit en fait le champ possible d'optimisation et de massification et on fait émerger des logiques waveless, donc sans batch, avec un ordonnancement en continu des commandes pour pouvoir traiter en temps réel la commande la plus urgente à l'instant T, sans préparer des batchs de commandes de plusieurs heures, voire une demi-journée, comme ça pouvait être le cas auparavant. Et des commandes sans batch, là, quand on parle d'entrepôt, il y a de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la tendance ou pas, et ça dépend aussi de l'industrialisation de la partie omnicanal et e-commerce. Mais dans un entrepôt mixte, hybride, avec à la fois retail et e-commerce, ça veut dire sans batch, y compris pour le retail, ça change aussi des tas de choses pour arriver à lisser la préparation de commandes, par exemple. On va agir de la même manière à la fois pour la préparation des commandes retail et pour l'e-commerce. C'est justement, non, mais c'est le challenge supplémentaire, en fait, c'est que en plus de cette portefeuille de commandes qui se prête très très bien à du flux waveless, on doit continuer à servir un groupe de commandes un petit peu moins urgentes, du ressort, un petit peu plus prévisibles, qui sont calculées peut-être la nuit par exemple, donc sur le flux B2B, et on va vouloir pouvoir coexister ces deux flux. Donc là, plutôt du batch dans le deuxième cas, plutôt du sans batch dans le premier cas, et c'est là où on contraint fortement et on complexifie un petit peu le rôle du WMS qui va devoir optimiser ces deux flux dans un contexte de mutualisation des moyens. On va vouloir mutualiser le stock, et donc des réappros pour le magasin deviennent plus urgentes si j'ai une commande e-com qui sert le même stock. On va mutualiser les ressources de préparation, les opérateurs. On va mutualiser le transport. Quand on fait du click and collect, on va vouloir utiliser les moyens de transport qu'on utilise déjà pour faire le réassort magasin pour que ce soit économiquement plus rentable. Et c'est là où le WMS a un rôle en fait pour assurer cette mutualisation et l'optimisation de ces moyens et des ressources à disposition. Est-ce qu'il y a un volet données? Est-ce que dans le WMS, on a toutes les données qu'il faut? Alors là, c'est plus tellement de WMS, c'est plus un chantier tellement WMS. Quoique, il faut peut-être ajouter des champs. Mais par exemple, quand on va faire du ship from store, il va sans doute pouvoir, il va se poser la question de l'emballage, etc. Est-ce que ça, c'est aussi des chantiers à réaliser chez vos clients, Rémi? Ouais, c'est pas complètement nouveau, mais c'est vrai qu'on voit que on a de plus en plus d'exigences en fait sur la master data. Dès lors qu'on veut aussi réduire les packaging pour réduire le volume transporté, il y a un enjeu fort de collecte de données et de conservation de données à jour.
Et ça, le WMS a son rôle à jouer sur la vérification, sur l'exploitation de ces données, évidemment. Mais c'est vrai que de plus en plus, c'est un enjeu qui remonte un petit peu, parce que finalement, l'optimisation de transport, le calcul, etc., il vient se faire au niveau du front, il va se faire au niveau de l'OMS. Donc, dans ce cadre-là, le WMS, il est plutôt celui qui va s'assurer que la donnée est bien capturée, collectée et conservée. Mais c'est un enjeu fort, ouais, très, très fort. D'accord. Juste en une phrase, parce que je sais que vous êtes intarissable là-dessus, mais sur l'OMS, parce que là, on parle quand même omnicanal, on est obligé de parler un peu de l'OMS. On voit un certain nombre d'offres sur le marché. Qu'est-ce qui caractérise une offre OMS? Est-ce que justement, il y a des fonctionnalités que tout le monde n'a pas? Comment on peut quels sont les critères de choix d'un OMS? Alors, c'est dur en une phrase, en fait, hein, je me rends compte. Ouais, alors en une phrase, en fait, ça dépasse effectivement les cas d'usage qu'on a évoqués, qui sont plutôt bien couverts par les OMS du marché. Mais c'est vrai qu'il faut aller au-delà de ça, donc au-delà de la simple orchestration des flux et de la mise en œuvre du pick-up in-store et du drive, par exemple. On va pouvoir utiliser l'OMS et cette brique pour améliorer le traitement des retours, faire du retour omnicanal, donc du retour en magasin, de stock commandé sur Internet, du save the sale, c'est-à-dire utiliser les retours ou tous les aléas en fait clients pour apporter de la valeur et sauver la vente, apporter du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc l'OMS est central en fait dans cette stratégie. Et ensuite tout ce qui est relations clients. Notamment call center. C'est une extension assez naturelle en fait, une fois qu'on a la visibilité centralisée des transactions clients, que d'utiliser l'OMS pour ça. Ok, merci Rémi. Pierre, je me tourne vers vous parce que bon, là, on a une analyse un peu des besoins de moderniser son WMS. Alors, il se trouve que vous avez justement, vous êtes dans une réflexion ou avancée peut-être pour faire une montée de version du WMS, en l'occurrence d'ailleurs de Manhattan, pour cette stratégie omnicanal. Donc, vous partagez un peu cette analyse sur les limitations et donnez-nous peut-être des petits exemples sur ce que vous attendez un peu d'un WMS omnicanal. Ouais, bah alors je suis complètement en accord avec ce que vient d'expliquer Rémi et c'était un cas client parfait. D'ailleurs, je me retrouvais parfaitement à travers ce qu'il vient de dire. Nous, on utilise une version 2009 de Manhattan sur laquelle on est extrêmement satisfait depuis longtemps d'ailleurs de la partie retail et qui peine un peu à nous accompagner et encore plus l'année dernière sur la partie omnicanal de par tous les badges de préparation dont parlait Rémi. Aujourd'hui, on a observé l'année dernière une grosse montée en flux. On a pu mettre des moyens humains pour asseoir la capacité, mais par contre, on s'est retrouvé dans des logiques de difficultés d'ordonnancement parce que on est sur du stock mutualisé et c'est important pour nous de le rester encore quelques années au moins. Et il fallait ordonnancer tous ces flux, retail, e-commerce, sur des logiques de saisonnalité en ce qui nous concerne qui sont très fortes puisqu'on est sur une période de Noël qui représente une part très importante de notre activité et beaucoup de problématiques liées à l'ordonnancement et justement à un système de batch qui, lorsqu'un flux est affecté à un batch, n'est pas disponible dans l'immédiat pour un autre batch et du coup des difficultés à gérer la multitude de commandes dans un laps de temps très court et avec des promesses clients qui étaient ambitieuses. D'accord. Et ordonnancement et recherche de productivité, ça veut dire aussi éventuellement pouvoir se connecter à des systèmes de mécanisation, d'automatisation, s'interfacer. Là aussi, vous avez des attentes particulières. Oui, bah c'est exactement ça. À travers notre projet d'upgrade, on va bien sûr aller chercher des fonctionnalités de process plus modernes et d'actualité aujourd'hui qui étaient peut-être pas natives dans la solution 2009, mais qui existaient très peu d'ailleurs à l'époque. Rémi en a parlé. Et également la possibilité de s'interfacer sur de la mécanisation. Alors, en ce qui nous concerne, sûrement légère, mais mécanisation tout de même, de goods to man ou autre, et avec la possibilité de le faire facilement et sans avoir de trop gros développement et de laps de temps trop élevé sur des sujets comme ceux-là. Ouais. D'accord. Dernière petite question. Ouais, Jean-Luc, je vous coupe, excusez-moi. Également aussi, quelque chose qui est important à mes yeux, c'est la flexibilité de l'infra. Et sur un sujet comme celui-là, je sais que la nouvelle version de Manhattan est bien pensée. On s'est trouvé, de par la saisonnalité et de par la multitude de flux,
sur des sujets de capacitaire où on avait une infra qui devenait un peu courte et c'est pas toujours évident de s'adapter en dimensionnement de l'infra et je pense que c'est une vraie problématique aussi pour une entreprise comme la nôtre. Ok, très bien. Je me tourne vers Olivier. Olivier, sur la partie projet IT, est-ce que justement c'est un incontournable quand on se lance dans une transformation omnicanale? Comment à quoi il faut être particulièrement attentif en termes de SI, en termes d'OMS? Qu'est-ce qu'on va demander à l'OMS, donc l'orchestrateur de commandes, Order Management System? Voilà, comment vous voyez la chose? Est-ce que là aussi il y a des points importants à ne pas rater? Je pense qu'on a déjà balayé un certain nombre de points importants. Moi, j'en vois 4 en fait, hein, dans le désordre. D'une part, en termes de SI, c'est la capacité des systèmes à s'intégrer avec d'autres systèmes, que ce soit les autres composants du système d'information interne, que ce soit des systèmes amont avec les fournisseurs, par exemple pour tout ce qui est master data, avec des systèmes aval qui peuvent être des systèmes transporteurs ou autres. Donc, on a un gros besoin effectivement d'avoir des systèmes qui sont capables de s'intégrer et on l'a mentionné tout à l'heure en temps réel avec de plus en plus de solutions. Le deuxième point, c'est l'aspect effectivement, et je réinsiste là-dessus, hein, des data, très important en termes de système et aussi en termes de process. C'est-à-dire que le système, c'est une chose, mais il faut vraiment avoir les bons process qui font qu'on aura des data, y compris des data logistiques, à jour en temps et heure si on veut pouvoir être efficace. D'accord. Il y a après toute une problématique de règles de gestion, et là on rentre dans le cœur du paramétrage de l'OMS, que l'outil c'est une chose, mais un OMS notamment repose sur un certain nombre de règles qu'on va lui dire, qui sont des règles qui vont permettre d'allouer ou de gérer des priorités en fonction de paramètres de demande, de paramètres éventuellement économiques, Ça peut de être très paramètres de complexe, hein. Ça peut projection. être en fonction du moment de l'année, du jour de la semaine, de De la l'activité du disponibilité des stocks, d'attendus de réception, des enjeux liés à tel ou tel type de client, etc. Donc ouais. il y a tout un ensemble de Vous règles. préconisez quoi? Vous préconisez quoi dans justement, est-ce que là, il faut avoir encore une fois une approche itérative, faire simple Alors, ce que et puis j'allais aller dire, vers oui, une il faut faire complexité? simple Ouais. parce qu'on peut aller très très vite à de l'hyper sophistication et de l'hyper complexité. Et quand on met trop de règles ou trop compliquées, on maîtrise plus en fait la combinatoire et comment ils vont s'appliquer. Donc, il faut penser à les définir, se fixer qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, impératif, déjà commencer à faire marcher ça avant de vouloir tout sophistiquer. Ok, très bien. Thibaut, justement, là, vous avez une longue expérience de la partie SI omnicanal. Est-ce que tout ce qu'on a dit là, j'imagine que vous le partagez plus ou moins. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a justement, sur cette partie peut-être OMS, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir sophistiquer au fur et à mesure face à une complexité qui, j'imagine, peut être gigantesque? Est-ce qu'on n'a pas la tentation de vouloir tout paramétrer alors que finalement il faut commencer simple? Alors oui, je rejoins Olivier. Un OMS, il y a des règles de gestion et on peut arriver à beaucoup de règles très complexes quand on fait des promesses de ship from store avec une livraison régionale, puis un entrepôt qui peut couvrir du national ou peut-être de l'international. Comment est-ce que vous arbitrez? Est-ce que ça doit partir depuis le magasin? Est-ce que ça doit partir depuis l'entrepôt? Depuis quel entrepôt? En fonction de la capacité éventuellement de l'entrepôt au moment où on parle. Donc l'OMS, c'est un vrai sujet pour nous. Le sujet principal étant pour nous, d'abord dans un premier temps, c'est de rendre visible tout le stock qu'on a dans notre réseau et d'avoir des promesses sur chacun de ces stocks. Pour nous, c'est vraiment un vrai enjeu de disponibilité en préambule et évidemment après derrière de pouvoir exécuter la promesse. Moi, je voulais aussi revenir sur la partie qualité des données parce qu'on n'a pas parlé de la donnée. Et on parle des données logistiques. Je pense qu'il y en a une qui est importante, peut-être, et qui est encore très vivante. La plus vivante, c'est le stock. Et la capacité aujourd'hui à avoir une donnée de stock qui soit à jour en temps réel, visible pour les clients et fiable, d'autant plus quand on parle d'un stock magasin où potentiellement vous n'avez qu'une seule quantité. Donc, vous êtes dispo ou pas dispo, vous n'avez pas la capacité de jouer sur un buffer de stock.
Nous, en tout cas, la technologie, elle nous sert bien sur l'axe de la dispo et la fiabilité du stock à travers la RFID. Hein. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on utilise cette techno. Alors, ça sert aussi à plein d'autres choses, hein, la traçabilité, l'encaissement, etc. Mais en tout cas, sur la partie qualité de stock, nous, cette technologie, elle nous sert à affiner de plus en plus et à respecter les promesses le plus possible vis-à-vis de nos clients, même s'il y a encore des ratés. Ça fait partie des sujets liés à l'opérationnalité et puis à tout le risque d'avoir à un moment donné un client qui a pris le stock, on le pensait disponible, mais il est dans son caddie. Donc, avec ça. Donc la fiabilité du stock, ça c'est fondamental. Et justement, donc là effectivement, vous avez depuis longtemps vous avez même un intégrateur RFID au sein de Decathlon, donc vous connaissez bien la chose. Mais est-ce que alors, la fiabilité de stock c'est important, mais est-ce qu'on doit forcément passer par la RFID? J'aimerais bien entendre Pierre là-dessus. Est-ce que vous, quand vous faites sur la fiabilité du stock pour des projets omnicanal? Alors nous, on a encore peu de fournisseurs qui travaillent avec la RFID. Donc c'est quelque chose qui pourrait nous servir bien sûr, mais qui est pas très répandu dans notre marché. Donc aujourd'hui, on a plutôt travaillé sur des règles de gestion. Alors en entrepôt, c'est plus facile qu'en magasin parce qu'on n'a pas de clients qui viennent prendre les produits. Donc on peut travailler sur des règles un peu plus classiques d'inventaire tournant et de comptage régulier. En magasin, on a opéré une règle de gestion plus simple, hein, à savoir des stocks de sécurité qu'on ne met pas en présentation sur le site, notamment parce que potentiellement, dans le caddie d'une cliente ou d'un client, et qui pourrait venir nuire à la promesse client qu'on s'engage à faire sur le site. D'accord, donc c'est un paramétrage là, soit de l'OMS, soit de l'outil qui va gérer les stocks, de dire à partir d'un certain minimum, il est plus disponible en magasin pour les ventes e-commerce. Voilà, exactement. Alors, on arrive à raisonner au niveau société, ce qui nous permet quand même de garder un maximum de stock, comme le disait Thibaut, disponible à la vente pour nos clients omnicanaux. Mais toutefois, aujourd'hui, ayant cette incertitude tout de même d'un produit qui se trouverait dans le panier d'un client physique, on se doit de garder une petite marge de sécurité pour ne pas décevoir. Et garder éventuellement de la flexibilité pour allouer la commande à un autre magasin ou à l'entrepôt, etc. Évidemment, j'imagine, pour orchestrer. Okay. Donc, pardon, mais on passe, on est contraint par le format hein, qu'on essaye de tenir. On va passer tout de suite au troisième chapitre, donc le facteur humain et l'organisation des projets Omni. Sur cette partie, on va vraiment parler justement on ne parle pas techno, on va pas parler non plus, si on va parler un peu méthodo, mais on va surtout parler des hommes et des femmes qui font aussi le projet, comment les motiver. Tout le monde a son rôle à jouer, y compris ceux qui sont dans le magasin et qui n'ont pour l'instant pas été tellement sensibilisés à la logistique. Comment on s'organise, comment on forme, est-ce qu'il y a des organisations particulières à mettre en place? Olivier, c'est aussi, ça fait partie aussi de vos missions, de réfléchir aux organisations, de réfléchir à la formation des gens. Comment vous voyez ça? C'est un changement de métier pour les vendeurs aujourd'hui et comment on le gère? Alors, c'est clairement un changement de mentalité même avant d'être un changement de métier. C'est-à-dire que, et je pars du responsable, on part d'une équipe ou d'un responsable qui est responsable de point de vente. Pour moi, plutôt une équipe ou un responsable d'une zone de chalandise. Le point de vente étant un des moyens de servir les clients qui sont dans cette zone de chalandise. Donc ça veut dire une évolution des mentalités, ça veut dire une réflexion sur les systèmes d'incentive, aussi bien des responsables, encore une fois, de point de vente que des équipes. Ça veut dire une réflexion sur l'organisation et il n'y a pas une solution unique. Dans certains cas, on va créer des fonctions de logistique magasin qui sont vraiment des jobs dédiés. Dans d'autres cas, on va au contraire demander aux vendeurs d'être polyvalents et de pouvoir assumer une partie d'activité logistique. Dans certaines fois, on va combiner ça. Donc, je dirais, il y a clairement pas une seule solution. Ça dépend de la taille des opérations, de la typologie produit, des flux dont on parle. Mais dans tous les cas, ça demande vraiment cette adaptation en termes de gestion du changement, de la prise de conscience que voilà, on est là pour servir un client et pas pour faire juste entre guillemets du chiffre d'affaires en magasin.
Dernier point, c'est un point qu'on n'a pas du tout évoqué là dans l'omnicanal, mais qui se développe et qui génère encore de la complexité, c'est tout ce qui est flux retour. Il est clair que le développement du e-commerce et de l'omnicanal génère une augmentation du flux retour, et que le traitement de ce flux retour là aussi pose des questions à la fois d'organisation, à la fois logistique, mais aussi de gestion. Un client qui a commandé sur Internet et qui retourne son produit dans un magasin donné, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le laisse dans le magasin? Comment je vérifie qu'il est conforme, en bon état ou pas en bon état? Enfin, voilà. Et là encore, une stratégie peut-être différenciée en fonction des produits, savoir si celui-là, il est en fin de vie et il vaut mieux qu'il revienne à l'entrepôt, ou l'inverse, en Est-ce que je le magasin. garde pour faire des opérations de liquidation après? Est-ce que je le remets complètement en vente, etc. Donc voilà. Donc c'est un petit point qui peut paraître anecdotique, mais qui, dans l'organisation et la gestion du magasin, aussi bien des équipes que des stocks, etc., est aussi important et qu'il faut surtout pas oublier. Rémi, on vient d'évoquer la conduite du changement. Alors, c'est pas nouveau dans les projets IT, mais est-ce que là, justement, le fait de faire cette conduite du changement chez des vendeurs qui sont a priori qui dépendent pas forcément, qui dépendent pas même du tout du département supply chain ou logistique, c'est plus compliqué, et y compris pour un éditeur. Comment vous y prenez? Oui, alors il y a quelques différences effectivement. Alors la première, c'est que même si le nombre d'utilisateurs des solutions est assez large, on est dans beaucoup de points de vente, contrairement à un entrepôt où on aura plusieurs centaines d'opérateurs au même endroit. Donc on a forcément des stratégies qui sont un petit peu différentes. Ça justifie aussi l'investissement fort sur l'intuitivité, l'ergonomie des solutions qu'on veut mettre en œuvre. Il faut aussi garder en tête que surtout dans le cas de vendeurs polyvalents, la partie logistique entre guillemets n'est qu'une partie de leur rôle dans le point de vente, et même pas forcément la plus prioritaire, parce que même rarement la plus prioritaire, parce que le conseil à la vente et le client qui se présente en magasin va toujours avoir la priorité. Donc il faut beaucoup travailler là-dessus. Aujourd'hui, nous, on a 30 000 utilisateurs de nos solutions en magasin à l'échelle mondiale. On est sur des formations qui sont très courtes, quelques heures, et en termes d'approche méthodologique, c'est vrai que ces solutions et les clients sont très pragmatiques par rapport à ça. Ça peut être très bien à une logique de pilote de déploiement, puis déploiement à grande échelle, et ça fonctionne très bien. Pilote pour lever aussi les inquiétudes ou les questions sur la stratégie de commissionnement, comme l'évoquait Olivier. Et c'est la bonne manière de faire pour aller déployer sur 100, 1000, 2000 points de vente chez nos clients. Ok, Thibaut, justement cette logique de pilote, ça vous parle? C'est ce que vous avez mis en place. Et après, comment on fait pour justement, une fois qu'on arrive à une espèce d'industrialisation, comment on s'organise pour continuer à évoluer dans l'omnicanal? Je pense que dans l'omnicanalité, finalement, c'est une succession d'étapes. Et donc, en fait, la bonne réponse, elle est pas continue, elle évolue en fonction du contexte et des volumes. Nous, on a 20% de notre business qui est en digital aujourd'hui, pour en faire beaucoup plus. Et donc, au fur et à mesure, les solutions sont plus les mêmes. Autre, par exemple, nous, on travaille sur une réorganisation de notre réseau logistique qui va plus être uniquement omnicanal, mais avec des plateformes qui vont progressivement se dédier à du digital pour pouvoir aller chercher en termes de capacité, en termes de promesses, d'efficience, beaucoup plus de valeur, et concentrer peut-être un peu moins sur tout, mais quelques sujets bien traités par chaque fonction logistique. Donc là, ce serait au niveau régional, du coup, des plateformes au niveau régional, des magasins qui se spécialisent. Voilà, donc en fait, si on regarde sur une zone de chalandise, on a parfois plusieurs magasins, parfois on a aussi une plateforme logistique, parfois on a des fournisseurs qui sont positionnés. Comment est-ce que vous travaillez en fait tout cet ensemble? Comment est-ce que vous répondez finalement à une demande d'un client, et comment est-ce que vous organisez? Pas besoin que tout le monde fasse tout. Vous pouvez spécialiser certains magasins dans une fonction de hub. Vous pouvez travailler sur des plateformes logistiques qui vont faire que du digital. D'autres travailleront sur la livraison des magasins. Et donc, au fur et à mesure, mais c'est toujours une question de volume, vous pouvez découper pour pouvoir spécialiser
et adapter aussi les outils qui sont liés à la gestion d'entrepôt, par exemple. On n'a pas parlé de mécanisation, mais évidemment, il y a des enjeux très forts à apporter des outils de mécanisation pour faire en sorte que le geste il soit fiable, il soit aussi plus sympa à faire. C'est vrai que le geste logistique est parfois très physique, c'est des longues journées, beaucoup de poids à porter. Et donc, on peut aussi accompagner ça avec des outils de mécanisation. Et spécialement quand ils sont dédiés B2C, les outils ne sont pas les mêmes que quand vous livrez un magasin. Et avec des enjeux, j'imagine, aussi RH, justement, pour organiser un peu tout ça. Pierre, justement, comment vous avez fait, et notamment cette dernière année, sur ces projets que vous nous avez présentés brièvement, les mises en place de Drive, de Ship from Store, etc. Côté RH, comment vous vous êtes organisé et comment vous allez vous organiser dans le futur? Est-ce que là aussi, c'est vraiment un gros volet d'un projet omnicanal? Oui, alors nous, ça s'est fait très vite, je l'ai dit tout à l'heure. On avait la chance d'avoir une partie du parc de magasins qui avait déjà opéré du flux Ship from Store et qui a pu partager un certain nombre de bonnes pratiques à ceux qui l'avaient moins fait par le passé. Et ça s'est vraiment fait par des bonnes pratiques, des partages d'expériences entre magasins et un peu à l'énergie tout de même sur cette année 2021. Et depuis, on est concentré à structurer un peu les choses, essayer d'équiper un peu nos équipes, notamment sur la partie magasin, essayer d'ordonnancer les flux, de s'appuyer sur les meilleurs magasins, peut-être en termes de pratique, en termes d'équipement. Peut-être aussi sur les périodes plus creuses, comme nous on peut vivre de par notre saisonnalité, pour limiter les acteurs et aller chercher plus de densité de flux sur des endroits plus efficaces que d'autres. Et côté RH, beaucoup de réflexions aussi sur comment encadrer tout ça, puisque finalement aujourd'hui on a plusieurs métiers qui sont réunis au sein d'un lieu magasin, que ce soit de l'animation pour nos clients et que ce soit de la logistique parfois sur des métiers comme le Ship from Store. Et donc, polyvalence ou spécialiste? Alors, dans un magasin, il va y avoir un spécialiste de la logistique ou plutôt un polyvalent? Ou est-ce que cette question n'a pas forcément de sens? Alors, cette question a beaucoup de sens et nous n'avons pas encore totalement statué la réponse, mais en tout cas, c'est des questions qu'on se pose. Comme je vous le dis, on a fait l'année 2020 vraiment avec la motivation des uns et des autres. On a eu la chance de pouvoir compter sur des équipes extrêmement motivées par ce projet. Aujourd'hui, il faut qu'on structure un peu pour gagner notamment en efficacité et en fiabilité. Ok, merci beaucoup pour toutes ces interventions. On va arriver au moment de la conclusion. On va essayer vraiment de garder le format, et je sais qu'en plus vous avez plein d'autres choses à faire dans la supply chain. Pour conclure, si on doit tirer un peu les grandes lignes de cette table ronde, la pandémie du Covid a forcément changé un petit peu la donne, a accéléré les enjeux, en tout cas autour de l'omnicanal, fortement. Alors pour ceux qui avaient déjà commencé, vous en avez des exemples, ça a peut-être moins accéléré, et encore, si vous avez quand même bien sûr accéléré les choses. Un projet omnicanal, finalement, on voit qu'il doit se faire vraiment par étapes et presque avec un apprentissage un peu en marchant, en apprenant, évolutif. On en a parlé. Et puis le vrai enjeu, c'est aussi le stock. Souvent, le stock il n'y a pas qu'une seule réponse. On a l'impression qu'il y a aussi une logique différenciée en fonction de tout un tas de paramètres, de produits qu'on va pouvoir aussi après éventuellement insérer dans cet outil à qui on prête plein de qualités qui s'appelle l'OMS. Mais là encore, ça devient aussi un projet assez complexe. Et on a parlé aussi des données produits. Et là aussi, ça pouvait être un chantier à part entière. Et puis là-dedans, le WMS reste toujours le support de l'innovation en entrepôt, et peut-être demain dans les magasins, on l'a pas forcément abordé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'un outil WMS en magasin, si on l'a pas abordé, c'est peut-être aussi que pour l'instant, les volumes, il faut vraiment avoir des volumes importants dans un magasin pour pouvoir en parler, et d'autres outils sont peut-être plus adaptés et plus ergonomiques. Et puis, évidemment, pas de projet finalement sans un WMS temps réel, puisque c'était le thème de notre table ronde, ce WMS au service de l'omnicanal.
temps réel. Alors, on peut utiliser waveless ou tout ce qu'on veut, mais en tout cas, un WMS qui va gérer des flux très différents et qui sait aussi gérer la mécanisation pour faire face à une augmentation de volume très importante et très, très rapide. Voilà, sans oublier peut-être, dernier point, l'ergonomie. Donc, je crois que j'ai fait le tour et il est l'heure. Je voulais vraiment vous remercier pour cette première et puis je donne rendez-vous à tous les gens qui nous suivent pour la prochaine édition des 4 As. Merci beaucoup, messieurs. Merci Thibaut, merci Pierre, merci Rémi, merci Olivier. Très bientôt. Au revoir. Merci Jean-Luc, au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir.